Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Bonjour Pierre. Bonjour tout le monde. Merci Pierre d'avoir accepté ce rendez-vous ce midi. Donc, ce midi, on a l'occasion d'échanger avec M. Collerette sur les défis d'introduction de changement organisationnel, donc tel qui avait été mentionné dans les différentes communications que vous avez reçues. Euh, on a un contenu très léger ce midi de préparer. C'est vraiment une discussion. J'ai quelques questions pour animer la rencontre si vous n'en avez pas, mais la parole va vraiment être à vous ce midi. Quelques petites consignes simplement pour débuter. Donc, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, Bernard Gagnon, donc je suis conseiller en efficacité organisationnelle. Et j'ai eu le plaisir au fil de ma carrière de rencontrer M. Collerette dans différents contextes, dont des projets de transformation dans le secteur de la santé. Donc, Pierre, je laisserai peut-être l'honneur de vous présenter vous-même. Oh là là, oh, simplement limité à dire que je suis un professeur retraité de l'Université du Québec en Outaouais depuis 12 ans, la retraite de l'université, mais j'ai continué d'être actif professionnellement. C'est une performance top. D'ailleurs, quelqu'un a son micro ouvert, c'est pas grave. Alors d'ailleurs, j'ai toujours agi comme consultant depuis 1978. Alors, ça ne me rajeunit pas, mais ça me donne la chance d'avoir plus de 40 ans d'expérience dans le domaine, notamment du changement organisationnel dans différents secteurs d'activité. Alors voilà, je suis un père de famille, un grand-père et même un arrière-grand-père. Alors voilà. Félicitations. Moi, je suis un heureux grand-père depuis maintenant 2 ans. Ah, ben, bravo. Donc, quelques petites consignes pour le bon déroulement de la rencontre. Utilisez la main levée si vous souhaitez poser votre question à Pierre. Donc, nous prendrons différentes questions au cours de la rencontre. Si vous aimez mieux utiliser le clavardage, on va utiliser la zone pour clavarder. Et si je manque votre question, il y a mon collègue Guillaume qui est là aussi pour nous accompagner. Peut-être Guillaume me signifier s'il y a des questions dans le clavardage qui m'échappent. On a, bien entendu, je vous encourage à garder la caméra ouverte si vous êtes à l'aise. C'est plus agréable en termes d'échange. Et simplement fermez votre micro lorsque votre question sera posée pour éviter un peu les bruits ambiants. Conférence enregistrée, telle que je le mentionnais. Sinon, on a pas mal fait le tour des consignes pour la rencontre d'aujourd'hui. J'arrête le partage d'écran et la parole est à vous, qu'on a une première main levée ou une première question dans la zone. Donc, sinon, je vais me lancer avec ma première question, Pierre. Euh, peux-tu nous parler des plus grands défis que les organisations rencontrent dans l'introduction de changements organisationnels? On va bénéficier du fruit de ta vaste expérience, autant au Québec qu'à l'étranger. Et quels sont un peu les plus grands défis qu'on peut rencontrer lors d'introduction de changements, transformations ou des changements plus petits? D'accord. Euh, je connaissais à l'avance la question qui allait ouvrir dans notre rencontre d'aujourd'hui, alors je m'y suis préparé un petit peu. Et pour être bien franc avec vous, là, je vais reprendre des notes que je m'étais prises pour une présentation à des étudiants de la maîtrise en administration publique de l'ENAP, là, il y a 3 semaines à peu près, où essentiellement, ce qu'on m'avait demandé, c'est la même chose, là. Quels sont les défis qui se présentent quand on veut réussir un changement organisationnel? Et l'angle par lequel je l'ai pris, c'est l'angle des erreurs que j'ai constatées le plus souvent dans mon expérience. Des erreurs qui sont encore très présentes aujourd'hui. De façon générale, là, il semble qu'on soit un peu plus compétent à introduire des changements organisationnels. Il faut dire qu'on en a tellement connu au fil des dernières décennies là, que si on n'avait pas développé de compétences, ce serait un peu inquiétant sur notre capacité d'apprentissage. Il reste néanmoins qu'il y a un certain nombre d'erreurs qui sont commises de façon récurrente et ça s'explique probablement par le fait que les dynamiques
qui vont se produire dans une organisation au moment où on introduit un changement ne sont pas du même ordre que les dynamiques qui se présentent dans la gestion courante, de sorte que les gestionnaires ont tendance à reproduire, pour introduire des changements, ils ont tendance à reproduire les pratiques usuelles en gestion courante. Alors que pour introduire des changements, ben, ça demande des pratiques différentes et adaptées aux dynamiques particulières là, du changement organisationnel. En l'occurrence, parce que les êtres humains que nous sommes, nous réagissons différemment quand on est exposé à des changements soit auxquels on nous invite ou qu'on nous impose. Donc, on réagit différemment que par rapport à notre fonctionnement quotidien. Ça vient allumer une série de systèmes, tant sur le plan psychologique que sur le plan cognitif, qui font en sorte que si on n'est pas attentif sur le plan de la méthodologie qu'on va adopter, c'est clair là, qu'on va se retrouver avec des complications importantes et avec des résistances au changement très importantes qui souvent vont faire faillir carrément les initiatives de changement. À cet égard, je dois mentionner tout de suite que vous allez très peu m'entendre parler de résistance au changement parce que de mon expérience et de mon avis, quand on est aux prises avec des problèmes de résistance, ça signifie qu'on n'a pas bien fait son travail en amont de l'effort de changement. Alors, les résistances au changement, c'est un phénomène qui est normal et qui est une réponse en quelque sorte au fait qu'on s'y est pris d'une façon inadéquate pour introduire le changement. Cela dit, et pour les personnes qui avaient déjà lu dans le domaine du changement organisationnel, mais aussi du changement en général chez les individus, la résistance au changement, c'est un mécanisme psychologique qui est naturel, qui est même nécessaire pour protéger notre santé physique. Alors, sur le plan organisationnel, on pourrait faire une analogie et se dire que c'est un phénomène qui est nécessaire pour protéger l'intégrité de l'organisation. Maintenant, autant c'est nécessaire comme système d'alerte, ça ne doit pas cependant nous enfermer dans des pratiques qui ne sont pas fonctionnelles. Et c'est là où ça devient pertinent d'introduire des changements. Alors, cela dit, donc, il y a sept grandes erreurs. Alors, Bernard, ça risque d'être une longue réponse, mais je vais m'efforcer là, de mettre les choses en capsule là, pour attirer l'attention sur les éléments importants, sur les faits saillants, en quelque sorte, de ces sept erreurs-là, qui ne sont pas classées dans un ordre chronologique par rapport à l'introduction d'un changement, mais quasiment, quasiment. Euh, un de ceux-là, une de celles-là, pardon, une erreur classique, c'est de ne pas avoir bien documenté et bien présenté la situation qui justifie le changement. Alors, c'est impressionnant de voir la quantité de changements organisationnels qui sont mis de l'avant avec une très belle description des objectifs, de la philosophie, de ce que ça va procurer comme avantage pour l'organisation, sans qu'on ait au préalable convaincu les gens qu'il y a un problème qu'il faut corriger. Alors, la première chose qu'on doit faire si on veut obtenir, je ne parle même pas de réceptivité, si on veut obtenir de l'attention de la part des destinataires du changement, ben, il faut leur avoir expliqué, il faut les avoir amenés à constater ce que sont les dysfonctionnements qui justifient qu'on mette autant d'énergie à vouloir changer les choses. Parce qu'on ne se compte pas d'histoire, là. Changer pour l'être humain, c'est exigeant. C'est pas économique. Ce qui est économique, c'est de répéter ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise, ce qu'on aime. Mais adopter de nouvelles façons d'agir, que ce soit dans la vie personnelle, au travail, c'est exigeant sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan cognitif. Et quand on peut s'en passer, en général, on va s'en passer. La seule exception à ça, c'est à peu près quand on s'ennuie dans la vie et qu'on a besoin de variété. Mais dans le milieu organisationnel, il y a tellement de choses qui se passent depuis quelques décennies que ça arrive rarement que les gens s'ennuient. Alors, c'est bien important qu'on ait bien expliqué
Mais ce n'est pas tout de l'avoir expliqué. Il faut que ça ait été documenté. Si on veut être convaincant, là, et c'est une erreur qui est souvent commise par des gestionnaires qui demandent à leur personnel de faire un acte de foi. Voici pourquoi je veux introduire ce changement, qu'on soit à petite, moyenne ou grande échelle, peu importe. Voici pourquoi je veux l'introduire. Croyez-moi, ça va être bon. Croyez-moi, j'ai raison. Ben, je regrette, mais les êtres humains que nous sommes, à partir du moment où on a un certain degré d'intelligence et un certain degré d'estime de soi, on n'accepte pas des prétentions comme celle-là. On veut pouvoir, en quelque sorte, voir nous-mêmes pour se convaincre et être rassuré sur le fait qu'on ne s'est pas fait aspirer dans une aventure qu'on ne voulait pas. Alors, c'est important d'avoir bien documenté le ou les problèmes qui justifient le changement qui va se produire. Je pense à un exemple concret là, auquel j'ai collaboré il y a de ça plusieurs années pour l'introduction de nouveaux systèmes d'information. La direction de cette organisation-là faisait la promotion du nouveau système qui, dans les faits, comportait très peu d'avantages. La réalité, c'est qu'il changeait parce que le fournisseur abandonnait cette plateforme-là. Alors, le simple fait d'expliquer au personnel, ce n'était pas une grande organisation, il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient concernées par ce système de gestion administrative, mais le simple fait de les asseoir dans une salle et de leur expliquer, à partir de telle date, le fournisseur ne va plus supporter notre plateforme. Alors, les outils avec lesquels vous travaillez vont dérailler, puis on n'aura pas d'alternative. Alors, il faut dès maintenant faire ce qu'il faut pour qu'au moment où le contrat avec eux va se terminer, qu'on ait une situation de remplacement et qu'elle fonctionne. Et pour ça, bon, on a besoin de votre collaboration. Ça a été quasiment magique. Ça a duré moins d'une heure, mais je parlais de documenter tout à l'heure, c'était pas documenté avec des centaines de pages d'un dossier d'entreprise. C'était documenté par une réalité qui s'imposait. Mais tant que le personnel ne l'a pas su, ils ne voyaient pas l'utilité de changer leurs outils de travail qu'ils utilisaient au quotidien. Puis ils avaient bien raison. Alors, c'est bien important donc de ne pas commettre cette erreur, d'oublier de documenter et de présenter clairement ce qui justifie le changement. Et dans certains cas, ça va amener les gestionnaires à se questionner sur la pertinence du changement qu'ils veulent introduire. Parce qu'il arrive que des gestionnaires introduisent des changements parce que ça leur tente que ça fonctionne comme ça. Moi, je me souviens là, avec, entre autres, une organisation en Europe où, à la suite d'un congrès, un gestionnaire de niveau supérieur était venu tout excité par des pratiques en matière d'innovation, puis voulait introduire des nouveaux dispositifs dans l'organisation pour qu'elle soit novatrice. Et à l'époque, je faisais du coaching avec l'équipe de direction de cette organisation-là qui œuvrait à l'échelle internationale. Et je lui ai dit, ben, avant là, de t'exciter sur ce que tu veux introduire, pourquoi tu ne ferais pas un bilan de vos pratiques en matière d'innovation? Au bout d'une heure et demie, là, il a conclu que l'organisation était novatrice, qu'elle l'était plus que la très grande majorité des organisations dans leur secteur d'activité. Mais au fond, c'était juste pas structuré de la manière qu'il avait vu dans son congrès. Alors, donc, il n'est pas rare que des gestionnaires arrivent avec des lubies, des choses bien intéressantes, bien excitantes, mais qui ne sont pas nécessairement une solution à un problème qu'on a. Et si ce n'est pas une solution à un problème qu'on a, c'est pas pertinent. C'est peut-être intéressant, mais ça n'a pas de valeur ajoutée. Ou en tout cas, la valeur ajoutée sera minime et ce sera très difficile d'amener les gens à s'engager dans un effort de changement de façon positive et contributive ou collaboratrice. Alors donc, ça va avoir ces mérites-là que de bien circonscrire la situation insatisfaisante qu'on veut corriger. Une deuxième erreur que je constate dans cette foulée, et elle est au moins aussi fréquente que de ne pas avoir documenté, ne pas avoir formulé clairement la situation problème qui justifie le changement, c'est d'être ambigu sur la situation désirée. Typiquement, là, les gestionnaires vont produire un document
qui va annoncer la vision, la philosophie, les orientations, les objectifs. Mais posez-leur la question, concrètement, là, comment ça va fonctionner dans mon service une fois le changement introduit? Et il n'est pas rare que la réponse, ça soit on ne sait pas trop, là. On a bien confiance qu'à partir du concept, ça va donner quelque chose qui marche. Je vous donne un exemple de concept. Et ici, là, c'est pas cynique en l'utilisant, c'est vraiment pour en faire la démonstration. La réforme de la santé qui a été introduite en 2014 par le ministre Barrette, si on lui avait demandé à quoi ça va ressembler un CIS ou un CIUS dans son fonctionnement, lui et les quelques hauts fonctionnaires autour de lui qui ont concocté cette formule-là n'auraient pas pu vous répondre. Ils n'auraient pas pu vous répondre, un, parce que c'est une formule qui existe nulle part au monde. Donc, on n'a pas de modèle à reproduire ou dont s'inspirer. Et deux, parce que ça n'a pas été testé, ça n'a pas été mis à l'épreuve. De sorte qu'on ne pouvait pas visualiser. Puis je peux en témoigner là, à cette occasion-là, j'ai collaboré avec quelques établissements qui devaient mettre en place la nouvelle organisation. Il y avait un organigramme auquel tout le monde devait se conformer. Ça, c'était visible. Mais comment on fonctionne au quotidien dans cette organisation-là? Comment on distribue les responsabilités, comment on se coordonne. Entre autres, une des choses là, qui était complètement absente du projet de loi et des documents que le ministère peut fournir aux nouveaux établissements, c'est comment on se coordonne au quotidien. Or, dans la vie des organisations complexes, la coordination, c'est absolument fondamental. Si on n'a pas des bons moyens de coordination, on s'en va vers des catastrophes organisationnelles. Alors, les établissements ont été tous obligés, les dirigeants, puis les membres de ces organisations ont été obligés d'improviser en quelque sorte des modèles de coordination. Mais dans ce cas-là, ils étaient obligés de le faire. Imaginez qu'on se retrouve dans une situation comme celle-là où on n'est pas obligé ou encore où la pression là, est pas très forte à l'intégrer absolument. Hey, c'est bien trop compliqué. Les gens vont décrocher rapidement. Un. Deux, si on veut que les gens s'engagent là, avec toute leur bonne volonté, avec toute leur intelligence, ben, il faut qu'ils sachent dans quoi on les embarque. Il ne faut pas que ce soit une aventure à l'aveugle. Pensez à quand vous faites un voyage, mis à part des road trips ou des voyages d'aventure à l'inconnu où on fait ça une couple de fois dans sa vie, mais on le fait parce qu'on a besoin de distraction. Mais imaginez-vous là, que vous achetez un voyage et que le voyagiste vous dit, c'est un voyage d'aventure. Tu vas découvrir en cours de route ce qu'on va faire. Tu dis, oui, mais est-ce que je pourrais savoir, là, jour 1, jour 2, jour 3, dans quel genre d'environnement on va coucher, à quoi ça va ressembler les activités du quotidien. Puis on va répondre, faites-nous confiance. Et en cours de route, de toute façon, on va construire ensemble le voyage. Alors, normalement, là, il y a 90% de la clientèle qui écoute ça, qui dit, ah, non, c'est pas le genre de voyage pour moi. Il y en a peut-être un 5 à 10%, d'après les études de Brett Rogers là, sur l'adoption des nouvelles idées, des idées nouvelles. En fait, selon ces études-là, il y en aurait 2,5% d'une population qui disait, ah, et moi, ça me tente. Il y aurait peut-être un autre 2,5% qui disait, ouais, je veux bien prendre le risque au cas où ça serait vraiment bien. Mais entre 90 et 95% des gens vont dire non, je vais attendre que vous l'ayez fait déjà une fois ou deux. Et selon l'expérience vécue, ben là, je vais peut-être l'acheter ce voyage-là. En d'autres termes, ce qu'on a fait, ça a été d'attendre que le produit, que la formule ait été testée. Alors, j'y viens dans un instant, mais simplement pour revenir sur le fait que c'est bien important, si on veut susciter de l'intérêt, de l'ouverture à collaborer. On n'a pas besoin de plus que ça. Juste ça. Ça prend une description claire, explicite de ce qui nous attend. D'ailleurs, les recherches qui ont été faites par Céline Bareil là, de HEC Montréal
ont bien montré ce que sont les préoccupations des destinataires du changement. Ils veulent savoir dans quoi on les embarque. Ils veulent savoir si ça marche, cette affaire-là. Ils veulent savoir comment on va procéder pour l'introduire. Qu'est-ce qu'eux vont devoir changer dans leur vie, dans leur fonctionnement. Et tant qu'on n'est pas capable d'être explicite là-dessus, on ne devrait pas aller de l'avant. C'est téméraire. On ne le fait pas dans nos vies personnelles. Je suis sûr que vous n'achèteriez pas un plan de maison où on dit, le plan, là, c'est qu'il va y avoir 3 chambres à coucher, 2 salles de bain, un sous-sol et une fenêtre dans presque toutes les pièces et en général des grandes fenêtres. Ça va être lumineux. Alors, voici votre plan. Dire, allô? Non, non, moi, je n'achète pas ça, là. Je veux savoir sont où les chambres, c'est quoi la dimension des chambres. Je dis, oui, mais en construisant, là, on va voir, là, ça va se fabriquer, puis vous serez partenaire avec nous là, pour au fur et à mesure faire évoluer le plan et qu'il corresponde à votre style de vie. Non, 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 moi, je n'embarque pas dans ça. Puis c'est bien légitime, ça se comprend. Mais malheureusement, dans un très grand nombre de changements organisationnels, inconsciemment, ce n'est pas de la mauvaise volonté, hein, ce n'est pas un procès d'intention que je leur fais. Inconsciemment, beaucoup de gestionnaires adoptent cette approche-là. On n'est pas capable de décrire dans quoi on veut embarquer les gens. Je donne un autre exemple québécois de l'administration publique. Au début des années 2000, on a introduit en éducation une réforme. Et j'ai eu à l'occasion de cette réforme-là, après quelques mois que ça a été introduit, j'ai eu l'occasion de collaborer avec quelques personnes du ministère qui cherchaient à l'introduire et qui rencontraient des difficultés. Et je leur posais la question, concrètement, là, une fois la réforme réalisée, comment ça doit se passer dans une salle de classe? Si moi, je suis un enseignant, là, expliquez-moi comment je vais fonctionner dans ma salle de classe. La réponse que j'avais, c'était des. J'ai posé quelques fois la question. C'était pas de la. Comment dire? C'était pas de la mauvaise foi. Là. Je voulais comprendre. Et les réponses que j'avais, c'était ben, les élèves vont faire des projets. Ben, les élèves vont apprendre à partir de projets. Puis aussi, ils vont travailler en équipe. OK, d'accord. Jusque-là, je comprends. Mais ça ne m'explique pas comment je vais enseigner dans ma salle de classe pendant 5, 6 heures par jour, 5 jours par semaine. Ouais, mais là, tu vas développer ton matériel pédagogique. En le faisant, tu vas voir des collègues faire des pratiques, avoir des pratiques innovatrices. Et entre vous, vous allez vous alimenter. Mais non, mais c'est pas sérieux. Qui c'est qui va acheter une affaire de même? Ça se peut pas. À la même période, j'avais une voisine qui était enseignante et je lui avais demandé, je dis, comment tu fais ça pour introduire la réforme dans ta salle de classe? Puis elle m'avait dit, Pierre, là, ça reste entre nous, hein. C'est pour ça que je ne la nomme pas d'ailleurs, ça reste entre nous. J'utilise le vocabulaire de la réforme et je fais comme j'ai toujours fait dans ma salle de classe. Sinon, je ne comprends pas. J'ai assisté à des ateliers, c'est conceptuel, c'est théorique, c'est intellectuellement intéressant. Mais concrètement, je ne sais pas quoi faire différemment. Je ne fais rien différent. Puis, j'ai personne pour venir m'aider, pour me dire comment je dois me comporter. Parce que, au final d'un changement, là, il ne faut jamais oublier qu'on veut des comportements différents. Et si on n'est pas capable de les décrire, c'est qu'on n'est pas mûr. Ça veut dire que la formule qu'on a, on ne la connaît pas assez pour être capable de la mettre en application. Ce qui m'amène à une autre erreur, malheureusement, souvent présente, c'est d'utiliser, je le dis d'une autre manière, c'est ce qu'on veut introduire, ce qu'on cherche à introduire, ça n'a pas été éprouvé, ça n'a pas été mis à l'épreuve, avec la conséquence qu'on va se retrouver avec de mauvaises surprises, parce que la formule n'est pas à point. C'est très souvent là, dans le domaine de l'innovation, quand on introduit des choses nouvelles, que la formule ne soit pas à point, qu'elle ait besoin d'être mieux euh, peaufinée, qu'elle a besoin d'être améliorée pour donner les résultats attendus. C'est normal, parce que quand on est dans des nouvelles formules, c'est du recherche et développement. Par exemple, dans le domaine du médicament, je ne sais pas ce qu'il y en est aujourd'hui, mais il y a une quinzaine d'années, le
taux d'essai que ça prenait pour qu'une molécule devienne un médicament sur les rayons dans une pharmacie, c'était un ratio, selon le type de médicament, entre 1 pour 2500 et 1 pour 5000. C'est gigantesque comme proportion d'essais que ça prend pour en arriver à une formule qui marche. Mais dans le domaine de la recherche et développement pour des nouvelles formules organisationnelles qui vont donner plus de satisfaction, il n'y a pas de raison qu'on soit plus intelligent que les chimistes dans les laboratoires. Alors, ça veut dire qu'entre le moment où on a une bonne idée à introduire pour améliorer quelque chose et le moment où on a une formule qui va marcher, il risque d'avoir besoin d'un certain nombre d'essais et d'erreurs pour que la formule soit à point. Ben, malheureusement, les gestionnaires, très souvent, vont vouloir prendre un raccourci et avoir comme mentalité de dire, ben, on va l'introduire, puis en cours de route, on fera les corrections. Ça donne lieu à des formules imparfaites qui vont rendre le personnel irrité, cynique, résistant au changement. On ne peut pas fonctionner comme ça. On en a connu malheureusement un bel exemple au Québec il n'y a pas très longtemps. Souvenez-vous de l'introduction du nouveau système de la SAC. Je n'ai pas fait partie de cette opération-là, mais vu des yeux d'un client qui a dû se présenter 5 fois en 3 semaines au bureau des licences pour avoir un renouvellement de son permis. En fait, j'ai en 3 semaines, c'est pas vrai, ça a payé 5 semaines. 5 fois en 5 semaines. Visiblement, ce qu'ils ont introduit, ça n'avait pas été éprouvé. Ça n'avait pas été testé dans la vie réelle. Je sais un peu de quoi je parle parce que j'ai aidé des organisations à introduire des systèmes d'information à grande échelle. On a vu le cas de Phoenix au fédéral, même chose. Ça a donné lieu à une catastrophe technologique. Et derrière ça, ben, il y a beaucoup de souffrance, là, chez les êtres humains, beaucoup de tensions organisationnelles et des coûts absolument démesurés. Prenez le cas de la SAC, là. Je suis certain que les coûts d'effets secondaires négatifs vont être de loin beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevés que ce que ça aurait coûté pour faire un test de vie réelle dans une, deux, trois agences. Et on n'aurait pas eu les flops qu'on a connus. Et ça aurait fait en sorte que le personnel aurait vécu une expérience positive, la clientèle aussi, et aurait été mieux disposé par rapport à de futurs changements. Même chose dans le cas de Phoenix au fédéral. Alors, malheureusement, il y a trop de changements avec des formules nouvelles. C'est nécessaire d'avoir des formules nouvelles dans l'environnement dans lequel on est. Ce sont des contextes où il y a plein de phénomènes nouveaux et ça prend des solutions nouvelles aussi. Il faut les inventer. Mais on n'a pas le temps de les inventer. Mais si on ne prend pas le temps de les inventer correctement, ça va foirer de toute manière. Alors, à mon avis, il y a là un défi majeur. À ta question initiale, Bernard, qui était quels seraient, à mon avis, les défis importants? Ben, celui-là, là, d'avoir la sagesse, la prudence de tester la formule et de l'améliorer tant qu'elle n'est pas mûre avant de l'introduire. J'ai eu l'occasion, là, entre Une certaine patience, 1980. Pardon? ça fait référence à une certaine patience dans un monde où on cherche des Eh changements oui, rapides. et oui, et oui. J'ai en tête l'expérience auquel j'ai été associé de 1999 à 2001 avec le service de police du canton de Genève en Suisse, où il devait introduire un nouveau système d'information métier. Ce n'était pas un système administratif, c'était pour le métier de police. Et ça mettait en cause 1500 policiers, fait que ça avait une certaine envergure. Un produit qui était acheté mais dans une forme, pour les gens qui connaissaient ça un peu, qui était dans un format DOS et qui devait devenir le WYSIWYG. C'est ce qu'on a à l'écran, c'est ce qu'on voit, qui sont les systèmes contemporains. Mais à l'époque, là, on était dans la période où on passait des systèmes DOS à des systèmes WYSIWYG. Alors, bref, ils ont acheté ce système-là et ils y ajoutaient des fonctionnalités. Il était prévu que la mise en service du nouveau système se fasse en septembre 2000. En mai, pardon, septembre 2001. En mai 2001,
J'avais insisté pour qu'on fasse un test du nouveau système dans un poste de police pendant 2 semaines pour voir si le produit était mûr. Puis le fournisseur disait, oui, le produit est mûr, il n'y a pas de problème, ça va bien aller, regardez. Puis il faisait une démonstration dans une salle, puis c'était fluide, c'était coulant. Bon, c'était un système un peu complexe, là, mais ça fonctionnait bien. Parfait. Mais moi, je veux le voir. Si je veux continuer à collaborer, si vous voulez que je continue à collaborer avec vous autres, en quelque sorte, il faut faire un test de 2 semaines. Puis on dit, OK, on va faire le test. On fait le test. Puis au bout de 2 semaines, on demande aux policiers qui étaient un poste de policiers intéressés par les nouveautés, hein, des gens dynamiques, bien gentils. Et au bout de 2 semaines, ils disent, ouais, ouais, c'est correct. Là, ça marche à peu près à 70%. Il y a telle affaire qui n'est pas à point, telle affaire c'est trop lent, telle affaire c'est pas mûr. Mais enfin, si vous l'introduisez, là, ça va être correct. Eux avaient déjà un système qui était insatisfaisant. Et avoir un système correct, là, ça ne rencontrait pas la norme pour obtenir de l'adhésion. Ça m'a fait mal au cœur, je n'avais pas imaginé comment. Mais j'ai rencontré le comité de direction, puis je leur ai dit, à mon avis, même si vous avez tout bloqué les horaires pour 9 semaines à l'automne, ce serait une erreur d'aller de l'avant. Parce que je sais que chez vous, les exigences de qualité sont élevées et avec ce que vous avez en main, ça ne va pas marcher. Le fournisseur, il dit que dans les 2, 3 mois qui restent, il n'est pas capable de faire tous les ajustements qui sont requis. Ça veut dire que c'est pas mûr. Moi, je vous recommande de reporter d'1 an parce que le fournisseur dit que ça va y prendre 1 an pour améliorer ce système-là. Et eux autres, ça leur a fait très mal au cœur aussi parce qu'ils s'étaient engagés à l'endroit de l'ensemble de l'organisation avec des ateliers sur le fait qu'on va introduire ça. Alors, ils craignaient que ça jette un discrédit sur eux et sur l'opération. Ils l'ont fait, ils ont reporté d'1 an. On a fait à nouveau un test en mai 2022. Et au bout d'une semaine, les policiers disent, hey, wow, c'est ça qu'on voulait. Est-ce qu'on peut le garder? On peut-tu ne pas être juste en démo ou on veut le garder? La réponse a été non, parce que toute l'infrastructure derrière n'y était pas, là. Ça allait être mis en place en septembre. Fin de l'histoire, ça a été mis en service pour l'ensemble de l'organisation, étalé sur 9 semaines. Et il y a eu zéro griefs syndicaux, en dépit d'un syndicat très militant. Zéro article dans le journal du territoire qui s'appelle la Tribune de Genève, alors que normalement, là, les policiers ont l'épiderme assez sensible et ils ne gênent pas pour faire part de leur mécontentement dans les médias. Zéro. Ça a passé comme un couteau dans le beurre. Et les tests, les vérifications qu'on a faites de satisfaction par rapport à l'utilisation du nouveau système ont donné des résultats très élevés. Ce qui a contribué aux résultats élevés, ça a été que les gestionnaires ont eu la sagesse de reporter d'1 an, ce qui était très difficile à accepter. Mais au final, ils y ont gagné en crédibilité, puis le système a gagné en popularité. Oui. Sur le plan budgétaire, là, malgré le déplacement d'1 an, ça a coûté moins cher que les 22 millions, en dollars canadiens, c'est à peu près 25 millions, que l'équivalent des 25 millions de dollars canadiens. Ça a coûté moins cher de quelques millions. Alors, est-ce que ça a été du temps perdu? Non. Ça a été un investissement pour un système qui allait marcher. Et aujourd'hui encore, ce système-là, il fonctionne et il est exemplaire d'ailleurs. Ils ont continué à l'améliorer en suivant les mêmes procédés. Je pense que ce dernier exemple-là répond peut-être à un commentaire qu'on a de Jean-François. Je vous invite, Jean-François, si vous voulez prendre la parole. Jean-François nous écrit, prenant pour acquis qu'il est souhaitable d'impliquer les gens dans le changement, comment définir les pièces de la maison ou les dimensions faisant référence à votre exemple de tout à l'heure pour favoriser cette participation-là de la part de l'équipe. Puis il y a Alexandre aussi qui ajoute un autre commentaire. Donc, Jean-François, est-ce que j'ai bien traduit l'essentiel de votre question? Donc, comment impliquer les gens dans le changement, même si certains paramètres sont déjà déterminés? Oui, ça D'accord. va, merci. Ben, si les paramètres sont déjà déterminés, malheureusement, c'est difficile d'impliquer les gens.
Pensez à la réforme de la santé et des services sociaux en 2014. Les paramètres étaient déterminés. Alors, ça aurait été de la frime que de faire participer les dirigeants de l'époque à la préparation de la nouvelle formule. Mais- Et ça, ben, la vie, c'est comme ça aussi, là. Il y a des situations où il y a des changements qui s'imposent. Et on n'a pas le choix que de les imposer. À ce moment-là, ben, c'est plus au niveau de la méthodologie d'introduction qu'on va pouvoir associer le personnel. Vous avez l'expérience du terrain. Voyons voir comment vous pensez qu'on devrait s'y prendre pour que cette formule-là, on puisse la faire fonctionner. À cet égard, là, je me souviens au moment de la réforme là, de 2014-2015 d'avoir entendu des hauts dirigeants qu'évidemment je ne veux pas nommer dire moi là, pas totalement d'accord avec cette formule-là, mais pour le bien de la population et du personnel, il faut la faire marcher. Alors, on va travailler en collaboration avec les cadres de l'organisation pour trouver des façons de la faire marcher, même si on pense que c'est imparfait. Alors donc, quand on ne peut pas en amont, dans le cas de la police de Genève, on a pu faire des choses en amont. On a eu à un moment donné 26 groupes de travail, pardon, c'est pas vrai, 7 groupes de travail de policiers qui ont défini la nouvelle trajectoire que les informations de métier devaient suivre pour que ce soit fonctionnel dans leur quotidien. Alors, le nouveau système, il a pu être designé à partir de l'expérience concrète des policiers dans l'action. Maintenant, quand on n'a pas le choix, puis ça arrive, pensons à la COVID, la pandémie qu'on a connue il n'y a pas longtemps, ben, il y a des changements qui s'imposaient et pour lesquels on n'a pas pu discuter longtemps avant. La réalité était écrasante, en quelque sorte. Il fallait des réactions rapides. Mais dans ces situations-là, selon mon expérience, si on, il y a trois, quatre affaires, je dirais. Une, c'est si on associe les gens à la définition de comment on va s'y prendre pour l'introduire et le faire marcher, on marque des points. Si on est clair et transparent avec les gens, on n'a pas le choix, il faut faire cela, mais on va le faire maintenant avec vous autres et dans le respect. Habituellement, on va avoir une plus grande ouverture. Dernier élément que je vais ajouter, puis ça va faire référence à l'élément suivant que je voulais évoquer comme étant un défi et une erreur classique. On va s'assurer de bien gérer la période de transition. Et ça va signifier, entre autres, de fournir aux personnes concernées un accompagnement concret, rapproché sur le terrain. Je me répète, un accompagnement concret, rapproché sur le terrain. Il ne faut pas faire de l'angélisme. On a beau annoncer comment les choses vont fonctionner, tant qu'on n'a pas les deux pieds, les deux mains dans l'action à devoir mettre en application la nouvelle façon de fonctionner, on ne sait pas comment faire. Et même si on a eu une très bonne activité de perfectionnement au préalable, parce qu'en général, la formule magique qu'on adopte dans les organisations, c'est de donner de la formation, du perfectionnement, des ateliers pour se préparer. C'est correct, c'est nécessaire. Mais ça, là, ça agit sur le plan cognitif. Ça structure la pensée. Mais après, j'ai suivi un cours théorique ou un atelier avec démonstration au tableau de comment je vais nager et qu'on me met dans la piscine, c'est pas la même chose. Ça me prend quelqu'un à côté de moi qui me dit, rappelle-toi là, ce qu'on a vu dans l'atelier. Tu fais ceci, tu fais cela. Alors donc, il y a un entraînement. Et malheureusement, dans un grand nombre de changements organisationnels, on gagnerait à faire de l'entraînement qu'on ne fait pas. Malheureusement, si je reprends l'expression que je viens d'évoquer, ce qui est malheureux, c'est qu'on dit aux gens, on vous, c'est vrai, même avec les professionnels, on dit aux gens, on vous fait confiance. On fait confiance à votre conscience professionnelle. Vous avez eu une bonne formation. Maintenant,
vous allez mettre ça en application. Au début, ça risque d'être un petit peu laborieux, mais rapidement, vous allez gagner en compétences. Ben, la vérité, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les études là, sur le transfert d'apprentissage dans les perfectionnements en cours d'emploi montrent des taux de transfert qui avoisinent, c'est comme ça depuis 50 ans, des taux qui avoisinent le 10%. Ça veut dire qu'il y a à peu près 10% des gens qui ont suivi un perfectionnement sur la nouvelle formule qui vont essayer de la mettre en application. C'est pas qu'ils vont réussir, là, qu'ils vont essayer. Les autres là, vont faire assemblant d'essayer. Si je pense à la police de Genève, là, les policiers ont tous été entraînés par un collègue sur le nouveau système. Et la réaction initiale des policiers dans chacun des postes, parce que pendant 9 semaines, là, on a fait le tour de tous les postes, tour à tour. La réaction initiale des policiers, c'était que le formateur, l'accompagnateur, qui s'installe à l'écran et qui monte. Il dit, non, 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 non. Toi, tu t'installes à l'écran et tu vas saisir ton rapport sur un cambriolage pour lequel tu viens d'aller chercher l'information et tu as des dossiers, un rapport à transmettre à l'assurance, puis un autre à transmettre au palais de justice, bon, etc., etc. Alors, toi, tu te mets là, puis l'accompagnateur, il va t'expliquer quoi faire pas à pas. Ça, c'est de l'entraînement. Malheureusement, on ne fait pas ça dans les organisations. On le Et fait dans certains secteurs d'activité. J'utilise toujours les mêmes exemples. On le fait pour le pilotage d'avion. On ne laisse pas un candidat pilote à la suite d'un cours dans une salle de classe prendre les commandes d'un appareil et décoller, voler et atterrir. Non, non, non. Tu t'assois là, sur un banc à côté du pilote et tu le regardes faire. Puis après ça, le pilote, il va graduellement te montrer comment poser les gestes et ça va prendre plusieurs mois, pas des heures, là, plusieurs mois avant que tu puisses piloter en solo. Il y a 3 ans, là, je revenais d'un voyage de pêche en nid d'avion. J'aime bien la pêche. Et le pilote qu'on avait, c'est un pilote d'Air Canada qui était arrêté en raison du début de la pandémie. Et là, il allait apprendre à piloter sur un nouvel appareil. Ah, c'est un pilote expérimenté, là. Il a 15 ans au minimum d'expérience, ce gars-là, sur des appareils, des réactifs, etc., etc. Puis il faisait la liaison quotidienne Montréal-Miami. Il a fait ça pendant des années. Alors, bref, il doit s'entraîner pour apprendre à piloter un nouvel appareil et son entraînement va durer au minimum 6 mois. Et on fait ça pour des raisons de sécurité. Pourquoi dans les organisations, la sécurité organisationnelle ne serait pas aussi importante? ouais, C'est sûr qu'un échec dans l'introduction d'un changement organisationnel, ça n'a pas les mêmes conséquences qu'un crash d'avion. Ça reste néanmoins un échec qui va avoir des effets secondaires qui peuvent être importants et qui la vont être charge de travail. coûteux. Ben, voilà. Et il y a quoi, une quinzaine d'années, j'avais vu une étude aux États-Unis où on avait voulu quantifier le coût des échecs de changement organisationnel dans le secteur privé uniquement. Et ça se chiffrait aux environs de 20 milliards de dollars US pour une année. C'est gigantesque. J'ai C'est deux, absolument gigantesque. j'ai deux Alors, questions, Pierre, qui sont très intéressantes. Alexandre nous pose la question très actuelle comme question dans un contexte d'intelligence artificielle. Est-ce que, selon ton expérience, est-ce qu'on doit introduire ces changements-là avec une autre approche? Est-ce qu'on doit avoir un accompagnement différent pour tous les changements que l'intelligence artificielle pourrait apporter? Puis après ça, on a Carole aussi qui pose une question sur l'impact de la haute direction. Donc, je te laisserai répondre peut-être à Alexandre. Puis Alexandre, si vous voulez compléter la question. alors, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, je pense qu'il faut faire attention à bien distinguer l'appropriation individuelle
de ce qui peut venir avec l'intelligence artificielle. J'en ai vu une belle démonstration la semaine dernière, quelque chose d'impressionnant. Mais aussi l'utilisation qu'on peut en faire sur le plan organisationnel. Sur le plan individuel, là, c'est séduisant. Il y a plein de monde qui veulent essayer des gadgets, puis qui vont en adopter. Dans la vie des organisations, si votre patron vous dit désormais tu travailles avec l'intelligence artificielle, ben, 9 personnes sur 10 vont dire pourquoi? Situation à documenter. Pourquoi on va faire ça? À quoi ça va ressembler quand je vais l'avoir adopté? Ben, on ne sait pas trop, c'est expérimental. On dit, wow, OK, là, je m'en vais à l'aveugle là-dedans. Euh, Comment je vais apprendre à le maîtriser? Ben, il paraît que c'est facile, là. Il suffit de t'y mettre. Là, il y a des nouveaux outils sur le web. On va te donner les liens pour que tu aies accès aux nouveaux outils. Je vais être dans l'essai et erreur. Alors, c'est le même être humain qui, confronté à un système d'information ou à de l'intelligence artificielle, fait face aux mêmes difficultés d'apprivoisement. Si je ne suis pas entraîné à utiliser l'intelligence artificielle aux fins auxquelles ça doit servir, ça va pas marcher. Si je pense à un bon ami que j'ai eu à une époque où il était complètement fasciné par tout ce que les outils de Apple pouvaient fournir dans les premières générations de micro-ordinateurs de Apple. Il produisait plein de bebelles avec ça, mais qui étaient inutiles dans l'exercice de son travail. De la même manière, si c'est pas bien cadré, si c'est pas bien accompagné, si c'est pas bien focusé, ben, ça va donner lieu à des utilisations très fantaisistes, avec peu de valeur ajoutée et, paradoxalement, une baisse de productivité. Ce qui ne veut pas dire que les gens n'auront pas du fun à l'utiliser. Ça se peut qu'il y ait même beaucoup de plaisir. Mais moi, là, comme contribuable, je ne veux pas que la personne, ou comme client, que la personne qui me donne un service devant moi ait du plaisir avec son bidule. J'y veux qu'il ait un produit qui correspond à mon besoin. Et dans certains cas, là, je vais lui dire, allô, j'ai pas besoin d'intelligence artificielle. J'ai besoin d'un bon service. On peut tout s'arranger avec ça. Alors, ce sont les mêmes dynamiques qui sont en cause, à mon avis. OK. D'autant plus qu'on est dans quelque chose qui comporte beaucoup d'éléments inconnus. Alors, comment on va chercher la valeur ajoutée dans le fonctionnement de l'organisation? C'est pas très bien connu. Ça veut dire qu'il faut faire des mises à l'épreuve pour avoir développé des applications qui seront des solutions à des problèmes existants, qui vont ajouter vraiment de la performance, de la qualité, du service aux clients. J'ai eu l'occasion dernièrement d'assister à un panel d'échange qui était animé par John Toussaint, que je crois que tu as eu Ouais, l'occasion de rencontrer. ouais, Et le sujet était vraiment l'introduction de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé aux États-Unis. Et c'est directement en lien avec la gestion du changement. Euh, Au départ, ils ont introduit l'intelligence artificielle en pensant qu'on allait pouvoir libérer de la charge de travail auprès du personnel infirmier et des médecins. Et après euh, 1 an, 2 ans d'expérimentation, ils se sont rendus compte que la charge de travail a augmenté parce que l'intelligence artificielle facilite la transaction, l'interaction avec les patients. Donc, on se retrouve avec beaucoup plus d'informations qui arrivent rapidement. Donc, ils sont en train de changer un petit peu leur approche à ce niveau-là. Mais si on n'anticipe pas assez bien ou suffisamment les impacts du changement, mais on peut se retrouver avec l'effet inverse qu'on recherche. ouais, tout à fait. Exactement. Je suis content d'entendre l'exemple. Ça correspond tout à fait à ma lecture des choses, Bernard. Il y avait la Carole nous question de pose- Carole. Tu peux me oui, rappeler, s'il te plaît? oui, Carole nous pose une question très intéressante aussi. Dans un contexte où il y a déjà plusieurs transformations en cours sans cohérence entre elles et sans que la haute direction ne se sente en contrôle de tous ces changements qui sont lancés, que peut-on faire? Donc, je ne sais pas, Carole, si vous voulez ajouter d'autres éléments pour... Ah, mais je visualise très, très bien ce qu'elle évoque. C'est peut-être la Carole que je connais du reste. C'est une des choses que j'aurais soulevées dans les erreurs classiques. On en prend trop en même temps. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il faut réduire l'assiette. Il y a un principe général en matière de gestion du changement et de gestion de la transition notamment. C'est indispensable que les gestionnaires restent en contrôle, présents et en contrôle
de la mise en œuvre tant et aussi longtemps que le système n'est pas stabilisé. Tant qu'on n'a pas atteint ce point-là, donc il y a une sorte de ritualisation, tant qu'on n'a pas atteint ce point-là, il faut que les gestionnaires restent en mode de pilotage actif. Et c'est pas ça le réflexe. Le réflexe, c'est celui que j'ai évoqué au tout début, c'est de gérer ça comme au quotidien. Et au quotidien, ce qui est normal et souhaitable, c'est qu'on prend des décisions, on prend des alignements et on délègue. En matière de changement organisationnel, si on délègue, les gens seront malheureusement démunis. Les cadres intermédiaires à qui on demande de faire vivre ce changement-là dans l'organisation, ils sont démunis. Ce n'est pas eux autres qui l'ont décidé, ce n'est pas eux autres qui l'ont demandé, ce n'est pas eux autres qui l'ont défini. Ils ne savent pas trop comment ça doit marcher. Alors, ça prend absolument un pilotage très actif des dirigeants qui ont été à l'origine de ce changement-là. Alors, selon la couche organisationnelle où on se trouve, ils doivent rester actifs jusqu'au moment où c'est stabilisé. Je donne un petit exemple. Une organisation à Montréal qui, il y a un certain nombre d'années, avait fait une transformation assez importante de son fonctionnement pour revenir en situation d'équilibre alors qu'ils étaient en situation là, de chaos. La directrice générale, une dame admirable, une excellente gestionnaire, aujourd'hui retraitée, avait été très active dans l'organisation à piloter toute cette transformation-là. Et au bout de 3 ans, elle a fait ouf, ça marche. Alors maintenant, là, je peux désinvestir puis m'intéresser à d'autres affaires qui sont importantes à mes yeux. Et après qu'elle ait fait ça, après une couple de mois, elle me passe un coup de fil parce que je faisais de l'accompagnement avec elle. Puis elle me dit, Pierre, ça marche plus. Ce qui marchait, marche plus. Les cas intermédiaires qui savaient comment fonctionner, ils ont comme désappris, ça marche plus. Après 15-20 minutes, à l'écouter sur ce qui se passait, puis je lui ai posé, mais toi, tu fais quoi? Puis là, elle m'explique que ben, ça fonctionnait. Alors, j'ai désinvesti de ça pour investir dans d'autres dossiers qui étaient bien importants. Blablabla. Ben voilà, imaginons qu'elle s'appelait Joanne. Ben, voilà, Joanne, moi, je pense que les gens savaient comment faire, mais ils n'ont pas, leur bougie d'allumage n'est pas capable de s'allumer toute seule. C'est toi le démarrant. Il faut que tu reprennes les commandes. La ritualisation n'est pas atteinte. C'est pas parce qu'ils sont capables de le faire que l'automatisme est installé. Et de mon expérience, il faut que les gestionnaires restent en mode de pilotage tant que les automatismes ne sont pas installés. Le monitorage peut être fait par des spécialistes, par des conseillers, par des cadres intermédiaires. Mais pour ça, il faut qu'il soit piloté, alimenté, stimulé par les hauts dirigeants qui demandent régulièrement des comptes, un, et qui, deux, vont régulièrement aller sur le terrain pour témoigner de l'importance que ça a à leurs yeux. Et là, il y a un phénomène de communication, je vais être bref là-dessus. Quand les hauts dirigeants se distancient d'un changement en cours parce qu'ils pensent que la machine est bien engagée, ce que le reste de l'organisation décode, c'est ah, ce qui était important, ça ne l'est plus maintenant. Alors, nous autres aussi, on va ralentir la cadence, on va s'intéresser à d'autres affaires. D'où l'importance que les hauts dirigeants maintiennent un pilotage actif jusqu'au moment où la formule est stabilisée, que des automatismes d'installer. La conséquence de ça, c'est que ça consomme beaucoup de temps. Là, j'arrive à la préoccupation que Carole a évoquée. Ça consomme beaucoup de temps et ça fait en sorte qu'on ne peut pas piloter de nombreux changements en même temps. À partir du moment où il y a des changements que les gestionnaires ne sont plus capables de suivre attentivement, c'est écrit dans le ciel que ces changements-là vont déraper. Et si on veut que les changements qu'on introduit, ils fonctionnent, il faut leur donner ce degré d'attention. Tous ceux qui n'auront pas ce degré d'attention vont dérailler. Donc, on peut en avoir 5, 10, 15 en même temps. On peut prédire que la plupart vont dérailler ou vont donner des résultats qui ne seront pas à la hauteur des attentes. Alors, ça va donc demander de la part des gestionnaires beaucoup de discipline pour faire le ménage dans leur assiette de chantier de changement et ramener ça à ce qui est gérable.
ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on le fait, habituellement, ça va faire en sorte que dans l'organisation, il y a pas juste un apaisement, il y a aussi un sentiment d'efficacité qui va s'installer. Les gens disent, hey, ça a réussi. Bon, ben, le prochain qui arrive, on est capable de réussir aussi. Alors que s'il y en a 5, 6, 7 en même temps et qui sont tous là dans l'instabilité, au contraire, ça développe dans l'organisation le sentiment que les dirigeants ne sont pas compétents et qu'on s'en va nulle part. Alors, ce qui fait que la santé de l'organisation y gagne quand on fait le ménage pour se concentrer sur les chantiers les plus importants qu'on va faire, pour lesquels on va faire le nécessaire pour les réussir. Et ensuite, en cascade, on est capable d'en enchaîner d'autres. La Joanne dont je parlais tout à l'heure, là, une des choses que je faisais avec elle à peu près aux 2 mois, c'est qu'on prenait 1 heure pour faire le ménage de son assiette. À chaque fois, elle arrivait en disant, mais Pierre, là, j'ai tout ça qui doit être absolument réalisé. Et je lui posais toujours la même question. Tu as combien d'heures disponibles pour l'ensemble de ces chantiers-là? Puis elle me disait par semaine. Ben, j'ai 15 heures dans les semaines qui viennent, 15 heures par semaine. OK, en 15 heures par semaine, lesquelles tu es capable de réussir? Puis sa réaction, c'était, mais non, c'est pas ça. C'est comment je peux tous les réussir. Hein? Tu me dis que tu as juste 15 heures. Si tu as 80 heures, on va voir ce que tu es capable de faire en 80 heures. Tu me dis que tu as 15 heures. Je dis, ouais, c'est ça ma réalité. OK. Fait qu'à chaque fois, là, on se quittait, puis elle disait, ça me fait tellement mal au cœur, ces affaires-là, de les laisser de côté. Mais c'est sage de le faire. Elle le faisait. Et sa transformation, elle l'a réussi. C'est devenu rapidement une organisation relativement performante. Quand je dis rapidement, là, 1 an et demi, en dépit du fait que dans les 10 années précédentes, ça a été une organisation chaotique. Elle a travaillé avec méthode, avec rigueur, en suivant les règles de l'art. Ça a marché. Ça fait mal au cœur, mais en réalité, ces autres activités-là, elle ne pouvait pas les faire, donc elle les laissait de côté de toute Oui, façon. elles étaient négligées, elles ont été négligées, ces activités-là. Alors, mieux valait les entreprendre 10 mois plus tard, mais y accorder l'attention voulue et les réussir. Il y a Marika qui ajoute aussi une autre couche par-dessus cette question-là, qui est les changements dans la fonction publique. Les hauts dirigeants changent régulièrement, donc la constance ajoute un défi supplémentaire aussi. C'est clair, c'est clair. Quoi dire là-dessus, sinon que ça ne fait que contribuer à l'instabilité et à une époque où il y a pénurie de main-d'œuvre, ben, il y a pénurie de main-d'œuvre chez les cadres aussi, et ça fait en sorte qu'il y a plus de rotation avec la conséquence qu'il y a plus de gestionnaires qui risquent d'arriver avec des lubies, comme j'ai évoqué au début, mais aussi que des chantiers en cours soient négligés, soient oubliés, soient mis de côté. Et pour le personnel, ben, c'est désagréable, c'est déstabilisant. Et ce que ça annonce, c'est que pour les années à venir, on va dans des organisations fragiles, pour lesquels on va avoir de la difficulté à atteindre des degrés satisfaisants de performance parce qu'il va y avoir trop d'incohérences en raison de ces phénomènes-là. Et c'est difficile de les contrer. Une des façons de les contrer, une sorte d'antidote, serait que les hauts dirigeants eux-mêmes mettent beaucoup d'énergie à un encadrement de leurs équipes de gestion, qu'on s'assure que ces nouveaux gestionnaires-là soient bien pris par la main pour les encadrer, les aligner et qu'on garde toujours au centre du radar les chantiers d'amélioration qu'on est en train d'essayer de réussir en n'ajoutant pas tous les jours et à toutes les semaines. Alors, ça demande beaucoup de discipline de gestion parce que véritablement, puis je le vois de diverses manières, les organisations sont et seront plus fragiles que dans les décennies précédentes, avec moins de compétences disponibles. Ce n'est pas un procès d'intention aux personnes qui sont dans les organisations. Il y a une baisse dans l'expérience. Et tant qu'on n'a pas le savoir-faire acquis au fil des expériences, ben, inévitablement, on est moins capable de faire face aux situations.
Alors, ce qui fait que globalement, puis l'expression paraîtra peut-être un peu dramatisante, mais on risque de faire face à des risques de médiocrité. Et si on veut contrer ça, là, il faut absolument se donner de la rigueur, de la discipline et une gestion proche du terrain Oui. pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérapage et s'assurer que les nouveaux gestionnaires, les nouveaux personnels font les choses comme elles devraient être faites. Et ça va consommer beaucoup d'énergie et en conséquence, ben, il va falloir être modéré dans la multiplication des chantiers, qui est pourtant malheureusement une tendance là, très, très présente. Peut-être aussi un élément clé pour les hauts dirigeants, sachant que cette réalité-là, ce roulement-là va continuer à se faire. Peut-être d'avoir une préoccupation aussi de développer la relève, donc d'avoir quelqu'un, un successeur qui va assurer une continuité dans dans la transformation, dans la vision. Ça pourrait être aussi un élément, une condition de succès. Oui, Euh, et je vais aller plus loin que ça, si tu permets, Bernard. La mise en place d'un système de gestion là, dans la foulée de l'amélioration continue, c'est un outil très structurant. C'est une instrumentation organisationnelle qui est très structurante. Et moi, je pense que les gestionnaires ont tout intérêt, à tous les niveaux, ont tout intérêt à mettre ça en place et à capitaliser là-dessus pour avoir un instrument structurant sur les pratiques souhaitables au quotidien. Et si ça, c'est fait, c'est de nature à non seulement encadrer, mais aussi à développer de la compétence chez les gestionnaires dans la logique de l'amélioration continue. Ce qui fait que non seulement ils développent de la compétence, mais aussi ils vont contribuer à de petites améliorations au quotidien qui vont nous épargner peut-être de gros changements à grande échelle parce qu'il y a eu trop de dysfonctionnements qui se seront accumulés. Alors moi, je capitaliserais beaucoup sur des systèmes de gestion très structurants. Puis pas rigides, hein, on se comprend bien. oui. C'est pas de la rigidité. Au contraire, aujourd'hui, ça prend une grande capacité d'adaptation. Mais l'adaptation, il ne faut pas confondre ça avec l'improvisation. Et les systèmes de gestion en amélioration continue permettent d'éviter l'improvisation en travaillant de façon méthodique, structurée, rigoureuse. Et ça se fait avec la contribution directe des personnels concernés. Alors, c'est tout à fait dans la logique de ce dont on a besoin pour faire face aux défis actuels, de mon point de vue en tout cas. Est-ce qu'on a le temps, Pierre, pour une dernière question? Tout J'ai à une fait, tout à question, fait. oui. Euh, dans son livre, John Cotter parle de l'autosatisfaction, qu'un un des risques majeurs dans la transformation est que les gestionnaires fassent preuve de trop d'autosatisfaction. Que penses-tu de ce constat-là? Comment interprètes-tu ce concept-là d'autosatisfaction dans un contexte de transformation organisationnelle? Euh, en langage québécois, on appelle souvent ça des lunettes roses. Les gestionnaires ont tendance à avoir des lunettes roses parce que les idées qu'ils mettent de l'avant sont certains que ce sont de bonnes idées. C'est pas de la mauvaise foi, ils y croient. Mais à partir du moment où je crois que j'ai une bonne idée que les autres devraient endosser, inévitablement, je vais faire de la distorsion perceptuelle, de la dissonance cognitive. Je vais avoir tendance à surapprécier, à survaloriser ce que je veux mettre de l'avant. Et je vais avoir tendance à disqualifier les signaux que la réalité me donnait que ça ne marche pas. Et une des raisons qui explique le maintien des lunettes roses, et je suis certain que quand ils ont introduit Phoenix au gouvernement fédéral, par exemple, ça a été présent chez les gestionnaires, c'est de ne pas aller sur le terrain pour voir de facto comment ça marche. De rester dans des bureaux puis des salles de réunion, de se faire présenter comment les choses fonctionnent plutôt que d'aller sur le terrain et avoir des chocs de réalité. Et à cet égard, deux petits exemples rapides là, qui me viennent à l'esprit. Un de ceux-là, c'est M. Raymond Blais, qui est aujourd'hui décédé, mais qui a été il y a plusieurs années président de la Confédération des caisses populaires des jardins. Il a été en quelque sorte le père du guichet automatique
au Canada, puis même en Amérique. Il était un promoteur de ça. C'est sous son impulsion que ça a été introduit, en dépit du fait que des gens autour de lui disaient non, non, on ne touche pas à ça, nous autres, les caisses, pas faites pour nous autres. Il l'a fait. Monsieur Blais, qui était un handicapé, hein, il fonctionnait en chaise roulante, ce monsieur-là, il s'obligeait à toutes les semaines à aller 2 soirs par semaine assister à la grandeur du Québec, à assister à une réunion de conseil d'administration de caisse populaire. Et quand on lui demandait pourquoi il faisait ça, j'étais avec mon ami Schneider, on travaillait avec eux sur la planification stratégique de l'époque, mais bref, quand on lui demandait, mais pourquoi vous faites ça? Il disait, les spécialistes qu'on a au siège social à Lévis, chez Desjardins, c'est du monde brillant, intelligent, compétent. Et l'information qu'ils me produisent, elle est d'une excellente qualité, mais elle n'a pas d'odeur et n'a pas de saveur. Si je veux lui donner une odeur et une saveur pour prendre des bonnes décisions, il faut que j'aille les 2 pieds dans une caisse populaire pour entendre ce que des membres de caisse populaire ont comme préoccupation et comment ça se passe la vie dans une caisse populaire. Alors, lui, il avait compris que pour pas être victime de ces lunettes roses, de l'autosatisfaction, il fallait qu'il se confronte au choc du réel. Je termine avec une anecdote. Une dame, pas celle que j'ai évoquée tout à l'heure, qui était une gestionnaire, une très bonne gestionnaire de changement, qui a réussi de belles transformations, me disait à un moment donné, au moment où elle introduisait un changement important dans son organisation, elle me disait, Pierre, à chaque matin, quand je rentre au bureau, là, pendant qu'on est dans la transition, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller me promener pour voir comment ça se passe dans l'action. J'ai envie de m'enfermer dans mon bureau pour pas entendre les échos, puis les irritations par mauvaise humeur, puis les difficultés. Mais elle dit, quand je viens pour faire ma porte, je pense à toi. Vas-y, j'ouvre la porte, puis j'y vais. Elle dit, autant je trouve ça difficile, autant c'est payant. Ça évite un tas d'erreurs qu'autrement on serait en train de commettre. Et ça, pour moi, là, ça a été un des plus beaux témoignages de toute ma carrière. Il y a Marie-Claude qui était curieuse d'entendre rapidement les trois dernières erreurs. T'as fait mention de certaines erreurs en début Oui, ben, une de celles-là, on l'a déjà abordée, c'est d'avoir trop de chantiers en même temps et de ne pas tenir compte de la capacité des gestionnaires. En fait, on utilise comme thermomètre la capacité d'absorption du personnel. Ce n'est pas le bon thermomètre. Le bon thermomètre, c'est qu'est-ce que les gestionnaires sont capables de gérer adéquatement. Euh, une autre erreur classique, c'est de ne pas s'assurer de la pérennisation du changement. Je l'ai évoqué en parlant de la transition tout à l'heure. Il faut que les gestionnaires soient en pilotage jusqu'au moment où la formule est stabilisée pour qu'il y ait pérennité dans la formule. Et l'autre que je n'ai pas évoqué, c'est au niveau de la lecture de l'organisation. C'est un petit peu d'un autre ordre, mais c'est quand même important. Il faut s'assurer d'avoir une bonne lecture de son organisation selon, pour utiliser le modèle qu'avec Robert Schneider, on a développé, selon qu'on est dans un profil d'excellence, d'équilibre, de vulnérabilité, d'inertie ou de conflit, de crise. Alors, si on ne fait pas une bonne lecture de son organisation, on va adopter des approches de gestion du changement inadéquates. Par exemple, en situation de vulnérabilité, beaucoup de gestionnaires disent, ben, pour dynamiser mon organisation, on va faire du développement. On va lancer un tas de chantiers qui vont motiver le monde, qui vont motiver le personnel. Désolé, ça ne va pas marcher. C'est pas ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est des dysfonctionnements, le plus souvent dans les prestations à la clientèle, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Si on ne le fait pas, on se distrait tout le monde et pendant ce temps-là, ben, les dysfonctionnements vont juste s'accentuer. Alors, c'était la 7e erreur. Je la gardais pour la fin parce qu'elle est un peu d'un autre ordre, mais est quand même capitale parce que si on manque son coup à l'entrée, tout le reste là, est voué à l'échec. Merci beaucoup, Pierre. Les commentaires sont très élogieux. Il y a déjà certaines personnes qui nous invitent à une deuxième rencontre par la suite. Donc, connaissant ton agenda très chargé, on déterminera si une autre rencontre est possible. En novembre, ça me fera plaisir. En novembre, parfait, c'est noté de mon côté. Merci beaucoup tout le monde de votre présence aujourd'hui. Si vous avez jamais eu l'occasion, je vous invite à lire le livre de Pierre
sur le pilotage du changement. Il y a une multitude d'outils dans ce document-là. C'est un livre que je recommande régulièrement. Donc, merci beaucoup. Plusieurs ont posé la question à savoir si l'enregistrement allait être disponible. On va vous transmettre un lien. L'enregistrement sera sur la chaîne YouTube. Donc, vous aurez l'occasion de le visionner, le partager aussi avec vos collègues. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Pierre, de ta générosité, de ta disponibilité pour cette rencontre-là. Très appréciée à chaque fois. Ça me fait bien plaisir et je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos aventures de changement en espérant qu'elles soient les moins aventureuses possibles et les mieux maîtrisées possibles. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée, tout le monde. À bientôt.